nous allons parler de sécurité, de marquage CE et de FDA, leurs garanties, leurs limites. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Faucheux, éminent physicien, particulièrement compétent dans le domaine du laser et que nous sollicitons régulièrement pour nos congrès. Et Martine Besperas, qui est spécialisée en dermatologie esthétique et dont la réputation n'est plus à faire non plus. Elle est installée à Bordeaux et est bien connue de tous. Alors, dans notre pratique, nous sommes, nous dermatologues, amenés régulièrement à acheter des lasers et d'autres energy-based devices, comme on dit actuellement, c'est-à-dire que ce soit la radiofréquence, les ultrasons, la cryolipolyse, les lampes flash. Et quelles exigences doit-on avoir vis-à-vis de ces appareils Pour cela, je m'adresse donc à Marc Faucheux. Oui, alors les exigences, elles sont, je dirais, la première de base, c'est de bien faire attention que le dispositif médical que vous allez acheter, qu'il soit un laser, des lampes flash ou de la radiofréquence, soit bien marqué CE médical. Et donc le marquage CE médical comporte le sigle CE bien connu de tout le monde, mais en dessous, il y a 4 chiffres qui représentent l'organisme notifié qui a donné l'autorisation de mettre sur le marché ce type d'appareil. Et donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est que ces dispositifs, dans les réglementations qui sont exigées, doivent fournir un manuel d'utilisation. Alors ça semble évident, mais c'est quand même très important. Et dedans, surtout, un certain nombre de rappels à toutes les normes qui sont satisfaites par ce dispositif et la façon de l'utiliser avec un certain nombre de conseils et autres. Et moi, je voudrais intervenir et rajouter une brochure en français. Théoriquement, la brochure doit être dans la langue du pays où l'appareil est utilisé. Alors, de plus en plus, on nous donne des brochures en anglais et certains médecins ne parlent pas l'anglais couramment. Il peut y avoir un mésusage justement lié à la non-compréhension. Donc, normalement, nous sommes censés avoir une brochure dans la langue du pays. Alors, tout à fait. Et sur les appareils eux-mêmes, sur les écrans, parce que maintenant il y a de plus en plus des écrans, il est autorisé d'avoir des icônes et non pas du texte. Mais la brochure doit être dans la langue du pays. Ça, c'est très important. Normalement, dans cette brochure, vous devez trouver donc comment l'utiliser, les normes qui sont respectées, comment l'utiliser et des conseils sur la maintenance et sur les erreurs potentielles produites par l'appareil et comment y faire face. Voilà. Et aussi des conseils, et bien souvent, par exemple, si on prend le cas des lasers, les lasers doivent être fournis avec des lunettes de protection pour les yeux. Il doit y avoir un certain nombre d'avis et de règles à suivre pour assurer la sécurité à la fois du patient et du praticien, bien sûr. Et puis une formation, je pense que la société doit assurer la formation du praticien, ou ce n'est pas obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Oui, Martine ? J'interviens, ce n'est pas obligatoire, mais au niveau juridique, le médecin qui n'est pas formé est condamné. Donc on doit solliciter une formation et on doit demander qu'elle soit faite pour nous, éventuellement pour notre personnel, et vraiment qu'on ait une formation réelle et non pas entre deux portes comme c'est le cas. Vous connaissez les lasers, vous avez l'habitude, tu as dit tout à l'heure je suis une vieille dermato, dès qu'on est installé depuis quelques années qu'on a un laser, on vous pose un engin et à la limite c'est, je te vois sourire, c'est vous savez les faire marcher, c'est un peu comme une voiture, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc à chaque fois, moi je suis un petit peu casse-pied, je redemande une formation complète. Et on me dit, mais vous savez, je dis non, en fait, comme si je ne savais pas. Il y a des petites variantes. En plus, avec l'âge, on oublie. Donc, il faut vraiment une formation complète et réelle. Et répétée aussi. Et tout cela, il y a beaucoup de différences aussi, justement, en fonction du sérieux des sociétés. À ce propos, quelle est la différence entre un CE et un CE médical ? Alors, le CE, c'est la petite table ici, ou le fauteuil sur lequel je suis assis. Il y a un CE qui est ça veut dire que c'est la libre disposition dans l'Europe, libre circulation du produit, donc le nounours, tout ce qu'on veut. Par contre, le CE médical, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, doit faire l'objet d'un marquage, il y a une législation particulière, c'est des normes ISO. En pratique, c'est la bonne fabrication que l'entreprise gère, met ce qu'elle a dedans, etc. Mais c'est souvent du déclaratif, ce qui est un petit peu dommage pour nous, si j'ai bien compris. Il y a des audits, mais ils ne sont pas si fréquents que ça. Et je mettrai les confrères en garde aussi sur l'endroit où est donné le marquage CE médical. Le CE médical, c'est le minimum. Vous voyez, on nous propose quelquefois sur des congrès des lasers où on vous dit les marquer CE. Bon, s'il n'y a pas les 4 chiffres, c'est même pas la peine d'en parler. Mais après, il faut aussi regarder et demander où on a eu ce marquage CE.
Parce qu'il est bien connu que certains pays, je vous vois hocher la tête, vous connaissez mieux que moi, certains pays sont un petit peu laxes sur les marquages. Je vous écoute. Tout à fait. Donc ça me permet de rebondir sur un élément nouveau. Donc jusqu'à présent, les dispositifs médicaux étaient régis par 3 directives européennes. La directive des dispositifs médicaux, la directive des dispositifs médicaux implantables et la directive des dispositifs de diagnostic in vitro. Et aujourd'hui, alors ça a déjà été amorcé il y a un certain nombre d'années, mais bon, on est en Europe, c'est bien, mais il y a aussi quelques problématiques spécifiques à l'Europe. Il faut avoir un accord entre le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne, donc ça prend du temps. Mais aujourd'hui, ce nouveau règlement est sorti, je dirais, sous la forme de draft, mais quasi définitif, et il va sortir fin 2016, début 2017, de façon officielle. Alors la différence déjà, c'est que c'est un règlement, donc il va être applicable immédiatement. Il n'y aura pas de temps avant qu'une directive soit acceptée par les parlements de chaque pays. Donc là, ça sera obligatoire. Il y aura bien sûr une période transitoire. Cette période transitoire est de 3 ans. À partir de 3 ans, tous les dispositifs sur le marché devront se conformer à ce nouveau règlement. Ce nouveau règlement englobe les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux implantables. Et justement, il y a donc un certain nombre d'avancées qui ont été faites dans ce règlement, et notamment l'obligation de proposer des formations, c'est-à-dire que chaque vendeur de matériel doit proposer une formation. C'est obligatoire, ça sera obligatoire maintenant. Il y a ce qu'on appelle l'UDI, c'est-à-dire un dispositif d'identification unique pour tous les produits. Donc il y aura un certain nombre de choses écrites qui seront rassemblées dans un fichier européen qui sera accessible à tout le monde. D'autres choses qui vont changer un petit peu la donne, c'est que dès l'article 1 bis de ce nouveau règlement, donc vraiment en tête de ce règlement, il est clairement dit que ça va s'adresser aussi à des dispositifs dits non médicaux, et notamment aux dispositifs esthétiques, c'est-à-dire, et c'est, bon après ça renvoie à une annexe, l'annexe 15, qui précise la liste de ces types d'appareils, et dedans il y aura tout ce qui est rayonnement électromagnétique, donc ça va comprendre les IPL, qui ne sont pas forcément obligatoirement aujourd'hui avec un marquage CE médical. Il y aura aussi les implants, d'une manière générale, et tout ce qui concerne la lipolyse, la liposuction, etc. Donc tous ces dispositifs-là seront considérés, même s'ils ne sont pas à visée médicale, comme des dispositifs médicaux. Ça, c'est un gros changement. Autre point que vous avez souligné, c'est aujourd'hui, pour faire marquer un dispositif, on passe un certain nombre de normes, on va dans des laboratoires spécialisés qui sont agréés, et on passe par ce qu'on appelle un organisme notifié, et il y a, je pense qu'il y en a une bonne quarantaine actuellement en Europe, et on a vu, je ne vais pas citer de pays, mais des différences notables, les pays bien sûr les plus stricts étant l'Allemagne, la France, l'Italie. D'autres pays étaient beaucoup plus laxistes. Donc ça va être aussi réglementé. Ces organismes notifiés vont maintenant être soumis eux-mêmes à une certaine réglementation et à des audits réguliers. Et tout dispositif qui aura rencontré une difficulté pour être marqué, tout ceci sera là aussi dans un fichier européen qui sera accessible à tout le monde. Donc il va y avoir une uniformisation qui est très souhaitable entre tous les organismes notifiés pour qu'ils appliquent, même s'ils devaient déjà le faire. Disons qu'aujourd'hui on renforce la législation pour les obliger de façon plus contraignante à respecter cette législation, et il y aura une autorité qui sera chargée de surveiller, je dirais, l'équité entre tous ces organismes notifiés. Donc ça, c'est quand même des changements importants qui vont avoir lieu à partir de l'année prochaine. Alors, à propos de matériel implantable, en esthétique, nous sommes aussi amenés à utiliser à la fois de la toxine botulique et de l'acide hyaluronique. Et justement, la toxine botulique est considérée comme un médicament et doit avoir une AMM, alors que l'acide hyaluronique a normalement uniquement une marquage CE. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Justement, je voulais rebondir. Je ne sais pas si dans le texte de loi, il y a ce qui avait été sollicité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une obligation justement d'essai clinique minimum ? Parce qu'on souffre beaucoup, nous, quand un produit sort, même que ce soit un laser ou du matériel médical implantable, il y a très très peu d'études cliniques. L'AMM exige un minimum d'études cliniques, donc la toxine, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on a beaucoup de produits qui sortent, on a vraiment le minimum, on doit prouver qu'on ne tue pas. C'est déjà pas mal, bien sûr, mais c'est vrai qu'on souffre beaucoup de ce manque. Alors, les firmes en France, actuellement, ont tendance à essayer d'avoir ce qu'on appelle l'agrément FDA.
qui là dépend de la législation donc américaine. Et l'agrément FDA, il y a plusieurs niveaux, si j'ai bien compris. Il y a un niveau personnel, un niveau individuel aussi. La FDA fait un peu plus d'audit. Et par exemple, dans les matériaux implantables, vous avez plusieurs firmes françaises qui ont demandé à avoir l'agrément fabrication FDA. Donc les Américains sont venus, ont visité les usines et ont donné un agrément supplémentaire. Je crois que pour le laser, il y a certaines firmes qui le demandent aussi. Et c'est souvent aussi le fait que les appareils soient vendus à l'étranger, enfin aux États-Unis en particulier, qui permet d'avoir cet agrément, qui n'est pas toujours... moi, j'ai été surprise, l'agrément FDA n'est pas forcément plus sévère que certains agréments français. Oui, justement, je voulais savoir quelle est la différence en fait entre la norme FDA et le marquage CE. Alors, il y avait, je dirais, si on remonte quelques décennies en arrière, il y avait des différences, mais elles tendent à s'estomper petit à petit. Hein. Il y a des comités d'uniformisation entre la FDA et puis le marquage CE médical, et donc ça se rapproche de plus en plus. Je pense que en gros, quand on est fabricant de dispositifs médicaux, on va chercher, si on est européen, la démarche logique c'est de faire le marquage CE médical et tout de suite derrière de faire la FDA. En gros, quand on a répondu à 85% quand on a répondu au marquage médical CE, on a 85 à 90% des exigences de la FDA. Les différences sont sur essentiellement la partie des softs, les logiciels qui font marcher les appareils, où la FDA est plus exigeante, notamment sur ce qu'on appelle les bugs couramment. Ils nous demandent beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. Quand on a un fabricant de dispositifs médicaux, il a généralement les deux marquages. À partir de là, il peut vendre à peu près dans le monde entier. Bien sûr, on est obligé de repasser quand même par les organismes. Par exemple, en Chine, il y a la CFDA, China Food and Drug Administration, mais je dirais que ça s'apparente plutôt à du protectionnisme, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par eux et de payer quelque chose, mais en termes d'exigence, une fois qu'on a CE et FDA, on a la totalité. Sur les évaluations cliniques, c'est comme ça que ça s'appelle, ça dépend de la classe du dispositif. Dans les classes, c'est 1, 2A, 2B et 3, ça n'a pas changé dans le nouveau règlement. Les évaluations cliniques sont exigées, à part pour la classe 1, sont exigées pour tous les autres, et donc y compris bientôt les IPL et les appareils de lipolyse ou de liposuction. Et dans les évaluations cliniques, il y a études comparées de la bibliographie. Cette fois-ci, ce sera la bibliographie qui a servi à faire des tests cliniques et pas simplement des articles. Et pour les appareils de la classe 2B et 3, là, on exige maintenant des tests cliniques avec le protocole nécessaire de sérieux qui sont faits, etc. Voilà. Et donc ce sont des procédures qui sont longues en fait et coûteuses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelque chose sur le prix, sur le temps que prend justement un marquage CE? Ça dépend bien sûr de la classe du dispositif, et je vais dire ça varie entre 6 mois et 18 mois pour les appareils les plus compliqués, ceux qui sont de la classe 3 qui peuvent présenter un danger mortel. Alors, là, c'est beaucoup plus long. Ce que j'aurais voulu que vous nous reprécisiez, c'est est-ce qu'un marquage CE est acquis définitivement, CE médical, ou est-ce qu'il faut le redéposer tous les ans? J'ai compris que dès qu'on faisait une modification d'appareil, il faut redéposer un dossier, mais actuellement, nous avions eu de grandes discussions sur certains appareils de cryo, par exemple, de l'hypocryo, disant ils l'ont eu telle année, mais ils ne l'ont plus. Qu'est-ce qui fait que... Moi, ça m'a un petit peu perturbé. J'ai essayé d'interroger les instances, mais je n'ai pas eu de vraie réponse. Vous faites bien de poser la question. Il faut bien préciser qu'un marquage CE médical est donné pour 3 choses. Le fabricant, c'est-à-dire que si votre produit est fabriqué par une autre compagnie, il n'a plus son marquage CE. Pardon. Le dispositif, l'appareil lui-même. Et donc, si on fait des modifications conséquentes, il ne s'agit pas de changer juste une couleur, ça changera... Enfin, en respectant les codes des couleurs, il y a quand même un code des couleurs. Donc une modification nécessite de refaire un marquage CE. Si c'est une modification mineure, c'est simplement du dossier avec éventuellement une visite pour vérifier que ça n'a pas changé la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil. Et la troisième chose, et ça c'est important, le marquage CE est donné pour une indication. Tout à fait. Vous avez beaucoup d'appareils qui sont vendus avec un marquage CE pour une application. Je vais dire du pigmentaire par exemple, et qui sont utilisés pour autre chose. Et ça, il faut bien le dire, à ce moment-là, c'est de la responsabilité du praticien. Le marquage CE est donné pour une ou plusieurs indications, mais uniquement pour ça. La validité, quand on a son marquage CE, il y a des audits réguliers qui peuvent être plus ou moins inopinés suivant la classe de l'appareil, et le marquage est accordé pour 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a un audit général où on repasse tout en revue. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans le nouveau règlement, on a accentué l'aspect après-vente. C'est-à-dire ce qu'on appelle la matériovigilance, les procédures de rappel, la traçabilité des appareils. Il faut savoir qu'un fabricant doit être capable de rappeler ses appareils dans les 24 heures qui suivent.
et ceci dans le monde entier. Donc ça nécessite une traçabilité des distributeurs. Donc justement, quelle garantie en fait a-t-on quand on utilise un appareil qui a un CE médical pour une indication et quelle est la limite justement quand on change quand on l'utilise La limite finalement... elle est très claire, c'est sous votre responsabilité. Tout à fait. Voilà. C'est comme le RAMM pour un médicament. C'est exactement pareil. Tu prescris et c'est pas dans l'AMM, donc tu es au RAMM. De toute façon, on se rapproche de plus en plus de la législation des médicaments, si ce n'est les études cliniques qui doivent être faites en phase A, B et C pour les médicaments. Ce n'est pas le cas pour les dispositifs médicaux. Mais pour le reste, on se rapproche de plus en plus de la réglementation des médicaments. D'accord. Martine, vous avez quelque chose à rajouter ? Je crois qu'on a couvert le sujet, à mon avis. Écoutez, oui, je pense. En tout cas, je suis à votre disposition. Non, simplement, nous, on demande aux fabricants d'avoir plus d'études cliniques. Ça serait vraiment du grand bonheur. Et je demande à mes confrères aussi de se former régulièrement et surtout d'appliquer, vous l'avez dit, là, ça c'est un sujet qui m'est très cher, la matériovigilance. C'est vrai qu'on essaie de regrouper, tout le monde me dit entre deux portes. Là, j'en ai encore eu 2 tout à l'heure. Tiens, en fait, il faut que je te dise, j'ai eu un cas, mais on ne les reçoit jamais. Une fois qu'on a résolu le problème. Donc, je pense que les médecins aussi, on avancerait en faisant un peu mieux la matériovigilance. Alors, juste un petit point que j'ai oublié, qui va apparaître dans le nouveau règlement, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent un dispositif médical fabriqué à l'étranger et qui le vendent sous leur propre nom, maintenant vont être considérés comme des fabricants de dispositifs médicaux et donc seront astreints à toute la législation et devront avoir leur marquage CE à eux. Alors qu'aujourd'hui, c'est le fabricant qui a le marquage CE. Donc à partir de ce moment-là, il peut vendre en France, etc. Maintenant, on va distinguer les circuits de vente, si c'est de la simple distribution ou si c'est la vente sous son propre nom. Et si c'est sous son propre nom, même si la personne qui met en vente n'a rien fait dans l'appareil, il sera considéré comme un fabricant. Ils doivent refaire le marquage, déposer un dossier comme les autres. Parce qu'on nous propose beaucoup, tout le monde le sait, les appareils coréens ou chinois. Régulièrement, on nous dit, écoute, c'est exactement le même, etc. Et à des prix beaucoup plus attractifs, qui ont des marquages, quelquefois même des CE médicaux. Mais donc, ça veut dire qu'il faut que la personne qui le vend, qui n'est qu'un revendeur... Celui qui sera sur le nom, dans l'identification unique, le nom du fabricant, maintenant, sera celui qui le met réellement en vente dans l'Europe. C'est-à-dire que s'il y a un appareil chinois qui est fabriqué et un système de commercialisation, je vais dire, le met à son propre nom, sous son nom à lui, il sera obligé d'avoir son marquage CE spécifique pour son appareil et son utilisation. Et dernier point, au niveau des distributeurs, qui eux agiront encore de la même façon, ce sont des distributeurs, ils vont être astreints à une certaine responsabilité partagée. Aujourd'hui, le responsable, c'est le fabricant, mais pour les distributeurs, il va y avoir une responsabilité partagée entre le fabricant et le distributeur. C'est mieux pour nous, je pense. Tout à fait, c'est important de savoir aussi à qui s'adresser, puisqu'on le rappelle que CE, ça veut dire donc conforme aux exigences, et pas du tout que l'appareil est fabriqué en Europe. Absolument. Donc pour conclure, nous allons dire que le marquage CE, donc quand on achète un appareil, on doit vérifier que l'appareil comporte un marquage CE et un marquage CE médical avec les chiffres, mais que par contre, ça ne nous empêche pas de nous former et de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l'appareil. Absolument.